Donc, le processus de fabrication de la pierre égyptienne, si tant est qu'il n'y en ait eu qu'un seul, est difficilement intelligible à la seule lecture des scènes issues des tombes et des légendes qui les accompagnent. Cette difficulté a été mentionnée dès le début du XXe siècle, notamment par Pierre Montet dans son ouvrage Les scènes de la vie quotidienne. Plus récemment, dans son manuel, Jacques Vendier signale: il est certain que la bière égyptienne était faite avec des pains et un liquide parfumé. On brassait le mélange avec un filtre et le liquide qu'on recueillait était celui qu'on buvait sous le nom de la bière Henket. Ce discours se base sur la recherche d'analogies pour la formalisation d'un discours sur la fabrication de la bière égyptienne ancienne, puisque celle-ci a souvent été associée à la production de bouza, une bière égyptienne traditionnelle et moderne, et aux écrits de Zosim de Panopolis. Cependant, une telle approche sous-entend l'absence de grandes évolutions dans les techniques et les pratiques alimentaires, basées essentiellement sur un sentiment, encore bien sensible dans la littérature, d'une Égypte éternelle qui n'aurait pas évolué entre l'âge du bronze et l'époque moderne. La description de la fabrication de la bouza a été livrée par Lucas, qui a pu observer 16 variétés de cette boisson au Caire dans les années 60. Il y énumère différentes étapes. Du blé de bonne qualité est moulu grossièrement. Les impuretés sont triées. Le blé moulu est mélangé avec de l'eau. De la levure est ajoutée. Des pains sont façonnés et légèrement cuits. Un levain chef est constitué sur la même base. Les pains sont émiettés dans une cuve et mêlés à de l'eau et au levain récemment constitué, dans le but qu'une fermentation opère rapidement. Après la fermentation, le mélange est filtré. La bouza apparaît donc comme un mélange de pâte à pain dilué et fermenté, une sorte de bouillie liquide et non pas constituée de malt ou de blé germé que l'on aurait concassé. Lucas considère que la quatrième étape de la fabrication de la bouza, c'est-à-dire la production d'un levain chef, est une version incomplète du maltage qui, selon lui, n'est pas du tout indispensable. Il établit alors un parallèle avec le processus de fabrication de la bière égyptienne romaine avec celle moderne avec celle d'époque romaine, décrite par Zosim de Panopolis, un alchimiste ayant passé sa vie à Alexandrie au début du IVe siècle après Jésus-Christ. Avec de la belle orge claire et propre. On la fait macérer pendant un jour dans l'eau afin qu'elle gonfle, à l'abri du vent pour éviter les écarts de température. On la laisse reposer, puis on la fait macérer encore 5 heures. On la place ensuite dans un récipient court, percé comme un crible, pour qu'elle sèche, jusqu'à ce que se développe une bourre qui s'achèvera au soleil de se développer. L'orge germée sera moulue et on fera des pains en ajoutant du levain, pareil à celle du pain. Ils seront cuits sommairement de façon à ce que la croûte soit panifiée, tandis que l'intérieur reste cru. Lorsque les pains sont gonflés, il faut les délayer dans de l'eau sucrée et les passer à travers un filtre. Dans cette recette livrée ici, est pourtant celle de la fabrication égyptienne à partir d'un pain de bière, soit une masse compacte de malt, d'orge germée, concassée, et non pas de pâte à pain légèrement cuite. Il y a donc une différence entre les deux recettes signalées. Alors que plusieurs auteurs se sont principalement attachés à considérer l'usage de pain et l'ajout de levain comme la base de la brasserie pharaonique, très peu ont caractérisé la matière première, à savoir soit du pain, une pâte légèrement cuite, ou du malt, des céréales germées et touraillées. Ainsi, il existe dans la littérature égyptologique une confusion entre le procédé de la bouza moderne et celui décrit par Zosim de Panopolis. L'usage de pain comme base de la brasserie égyptienne a été remis en cause dans les années 2000 par Diwal Samuel suite à une série d'analyses. D'après les résidus de bière provenant de Tel El Amarna, il est apparu que de l'orge et du blé amidonné germé ont été employés par les brasseurs égyptiens. Malgré cette découverte de Diwal Samuel, l'association entre brasserie égyptienne ancienne et la bouza traditionnelle est encore très présente dans la littérature. Il convient donc désormais d'explorer davantage les scènes opératoires de production de bière en Égypte ancienne en cherchant à caractériser les matières premières et les procédés. Pour cela, je me concentrerai sur une présentation des vestiges découverts pour l'époque pré- et proto-dynastique afin de me concentrer sur les sources textuelles et iconographiques livrées pour la période pharaonique. Les plus anciens documents égyptiens mentionnant la bière sont des listes d'offrandes, notamment une sur la stèle de Saqqara, datée de la IIIe dynastie, vers 2600 avant Jésus-Christ. Mais l'importance de la bière en Égypte ancienne est visible bien avant, dès l'époque prédynastique, soit entre 3800 et 3100 avant Jésus-Christ,
correspondant à la protohistoire égyptienne, une phase de constitution des cultures qui donneront naissance à l'État égyptien à la fin du 4e millénaire, puis à la culture pharaonique. On connaît dès la phase Nagada 2B, soit vers 3500-3400, des vestiges d'installations de brasseries sur plusieurs sites de la vallée du Nil. Dans l'état actuel de la documentation, les brasseries connues pour la période prédynastique sont celles de Tel el-Fara, dans le delta occidental du Nil, d'Abydos, de Maasna, de Nagada et de Hierakonpolis, dans le sud de l'Égypte. On soupçonne toutefois que d'autres installations du même type existaient ailleurs, comme l'indique par exemple la présence de briques très spécifiques mises au jour dans des contextes domestiques sur plusieurs autres sites, par exemple à Dendera en décembre 2022. Ces briques de terre cuite de section en dés ont été façonnées à la main dans une pâte alluviale, donc les dépôts du Nil, à dégraissant végétal pour avoir une forme concave. Elles servaient à supporter les cuves ou les récipients en terre cuite utilisés dans les dispositifs de brasserie. Dans le cadre de cette conférence, on s'intéressera plus particulièrement aux vestiges archéologiques des brasseries les mieux documentés, ceux de Tel el-Fara, Hierakonpolis et Abydos. Dans le delta du Nil, à 120 km au nord-est du Caire, le site de Tel el-Fara est fouillé depuis les années 1990 par une équipe polonaise associant l'université de Cracovie et le musée de Poznań. Le site est un promontoire de 400 mètres de long sur 100 mètres de large qui s'élève à environ 4,5 mètres au-dessus de la plaine agricole du delta du Nil. Il est occupé tout au long du 4e millénaire. Une séquence d'au moins 5 brasseries a été mise en évidence dès 1999 sur la partie occidentale du Tel. La plus ancienne est datée de Nagada 2B, la plus récente de Nagada 3C. Ces brasseries se présentent comme des installations de 3 à 9 mètres de côté, en alvéoles agglomérés, constituées d'assises circulaires à ovales en briques de 30 à 50 cm de long, posées à plat sur le sol. Des cuves en terre cuite étaient disposées au-dessus de ce socle qui servait de foyer, comme le montre la couche de charbon identifiée à l'emplacement de la cuve. Celle-ci était calée par d'autres briques disposées obliquement contre la panse, tout autour de celle-ci, pour bien la maintenir en place. Les structures se sont développées à l'horizontale par ajout de cuves supplémentaires. Les archéologues polonais ont également observé des phases de destruction et de reconstruction des installations liées, d'après eux, à une utilisation prolongée et à la température élevée qui aurait endommagé les installations. Chaque unité ou cuve était délimitée par un muret circulaire en briques d'environ 60 cm de hauteur pour une largeur comprise entre 10 et 30 cm qui la différenciait des autres mais permettait surtout de concentrer la chaleur. On compte jusqu'à 11 cuves pour les installations les plus grandes. Les analyses botaniques des résidus organiques prélevés au fond des cuves ont montré que du blé amidonnier a été utilisé pour préparer la bière, avec une méthode de brasserie en 2 temps. Les céréales étaient divisées en 2 portions, chacune traitée de manière différente. Une partie des céréales était maltée par germination et par séchage, puis moulue grossièrement, peut-être mélangée avec de l'eau froide, mais pas cuite. L'autre, qui a pu être germée, mais pas nécessairement, était pilée, moulue, puis cuite. Il résultait de ce traitement 2 produits finis, le malt non cuit et une forme de gruau bien cuit. Ces 2 portions étaient ensuite mélangées. Les archéobotanistes polonais notent qu'à ce stade, les granules d'amidon de la bouillie de blé sont facilement attaqués par les enzymes actives, fortement concentrées dans le malt. Ces enzymes étaient nécessaires pour décomposer les cellules d'amidon en sucre, dont l'obtention est essentielle pour la suite du brassage. Les archéologues du site proposent alors une chaîne opératoire. Une fois les 2 lots mélangés, une sorte de filtration était nécessaire afin de débarrasser le mélange amidon-protéines de l'enveloppe des céréales. Le mélange était ensuite retiré de la cuve et rincé à l'eau dans un tamis pour obtenir un liquide propre. Ce mou était riche en sucre simple, maltose et glucose, ce qui le rendait disponible pour une fermentation ultérieure. La fermentation présentait l'étape finale du processus. Selon les chercheurs, aucune preuve n'indique que les Égyptiens connaissaient la levure et son rôle et supposent une fermentation spontanée. Cependant, c'est un a priori qui est aussi connu dans la littérature pour la production de pain et qui n'est pas nécessairement pertinent. Des traces de bière sur des tessons de poterie recueillis dans les fosses de stockage à proximité de la brasserie W192 laissent penser que le mou a été transféré depuis les cuves vers d'autres récipients situés dans ces fosses pour l'étape de fermentation. Une fois le processus de fermentation achevé, la bière a ensuite pu être versée dans des jarres à bière pour être stockée, transportée et distribuée.
Le site de Hierakonpolis, dans le sud de l'Égypte, est l'une des localités les plus importantes de l'Égypte pré- et proto-dynastique. On considère généralement que Néren, le nom égyptien du site, a été un centre politique et religieux de première importance, voire même la capitale de la Haute-Égypte entre 3200 et 3700 avant Jésus-Christ. Le site est aujourd'hui la zone prédynastique la mieux conservée en Égypte, sur une superficie de presque 30 hectares. Les fouilles menées depuis la fin du XIXe siècle par des équipes britanniques et américaines ont mis au jour de vastes zones d'habitat, plusieurs nécropoles, parmi lesquelles un cimetière de l'élite, un grand complexe cérémonial comprenant des ateliers artisanaux spécialisés dans la fabrication d'objets de prestige comme de la parure, des récipients en pierre ou des outils en silex, mais aussi des zones spécialisées dans la production de poterie et de bière. Le brassage de la bière faisait partie des activités hautement spécialisées qui se sont développées à Hierakonpolis dès la phase Nagada 2B, vers 3200 avant Jésus-Christ. On compte au moins une douzaine d'installations individuelles capables de brasser entre 400 et 1000 litres de bière à la fois. Ces installations se concentrent principalement au nord-ouest de la zone d'habitat principale, à 2 km plus au sud, à proximité du cimetière de l'élite, et peut-être même tout autour du site, afin d'assurer les rites funéraires et cérémoniels qui s'y déroulaient. Deux types de brasseries ont été mis en évidence à Hierakonpolis. Le premier type est constitué de grandes cuves en terre cuite disposées en rangées dans des installations rectilignes constituées de murets bas, construits avec des pierres, des tessons de poterie de grande dimension et de l'argile. Des ouvertures disposées à intervalles réguliers permettant d'alimenter les brasseries en combustible et facilitant la ventilation des structures ont aussi été repérées. Dans l'état actuel de la documentation, ces installations comprennent entre 5 et 6 cuves et 16 cuves pour la plus grande, chacune des cuves ayant une capacité maximale de 65 litres. Les couches de cendres montrent que toutes les cuves d'une même installation étaient chauffées simultanément. Un deuxième type, plus tardif, observé une seule fois sur le site jusqu'à présent, se présente sous la forme d'une structure semi-souterraine bordée de grandes plaques rectangulaires en céramique. Les cuves sont disposées à l'intérieur suivant deux rangées. Elles étaient maintenues en place par 24 chenets disposés en cercle autour de chaque cuve. D'après les chercheurs américains, ce système de cuves sur chenets permettait d'une part une meilleure durabilité des installations et un remplacement plus facile des cuves abîmées. Voici quelques exemples, avec aussi énormément de schémas sur des hypothèses de restitution et des modes de cuisson. L'analyse archéobotanique des résidus observés au fond des cuves de brasserie, par exemple à HK11, donc un des sites, la plus ancienne des brasseries observées, vers 3750-3500, indique que du blé amidonnier était majoritairement utilisé avec de l'orge commune, en plus faible quantité pour cette seconde céréale. Les analyses menées sur ces résidus ont aussi permis de détecter des acides organiques ainsi que des produits de fermentation de la levure qui constituent la signature de la bière. Les archéologues évaluent que la production de bière s'élevait à environ 3000 litres pour une seule production. Ils proposent également que le brassage se faisait en deux étapes, comme à Tel el-Fara, en mélangeant de l'eau d'ingrédients différents, les grains ou du malt grossièrement mou d'un côté et des grains bien cuits de l'autre, comme l'indique la découverte de granules d'amidon gélaténisés et non motifiés dans des récipients liés à la bière. La zone de brasserie d'Abydos est la plus récente de toutes. Elle date de la période Nagada 3C, soit le début de la première dynastie pharaonique, soit vers 3000 avant Jésus-Christ, et c'est aussi la plus grande de toutes. Au début du XXe siècle, les archéologues ont mis au jour ce qu'ils ont d'abord pris pour des fours. La structure endommagée par le mur d'enceinte d'un temple pharaonique se composait de 23 vases coniques disposés suivant deux rangées. Ils mesuraient 90 cm de diamètre pour autant de profondeur. Chaque cuve était supportée par des briques cuites de section triangulaire posées verticalement. D'une longueur de 15 mètres pour une largeur de 3 mètres et une hauteur conservée de 50 cm, la structure était délimitée par un mur en briques. Dans plusieurs cas, un second vase conique plus petit, mais emboîté, dans la cuve a aussi été découvert.
Des graines de blé carbonisées ont été identifiées dans ces récipients. Dans un autre secteur, comportant 8 cuves, construites sur le même modèle analogue, qui a aussi été fouillé par Thomas Eric Pitt près du temple d'Abydos, les archéologues ont aussi supposé la production de bière. Les vases coniques d'un diamètre et d'une hauteur de 50 cm étaient enfoncés de 15 cm dans le sable et maintenus en place par des briques de section triangulaire disposées verticalement tout autour des récipients. Une couche d'argile épaisse de 7 à 10 mm recouvrait la surface externe des pots. L'installation la plus complète était constituée par 2 rangées de vases arrangés en quinconce avec 18 spécimens pour la première, 17 pour la seconde. Ces installations n'ont été identifiées comme des brasseries que dans les années 80, par analogie avec les découvertes réalisées à Hierakonpolis au même moment. La localisation exacte de ces ensembles de brasseries était perdue jusqu'à ce que l'équipe américaine, dirigée par Matt Adams de l'Université de New York, la redécouvre par hasard en 2019, en dégageant un ensemble de tombes pharaoniques installées au-dessus des brasseries. Les archéologues américains ont mis au jour au moins 8 installations distinctes, construites en parallèle, espacées d'environ 8 mètres chacune. Chacune de ces installations mesure 20 mètres de long sur 2 mètres de large, sur 40 cm de profondeur et comprenait environ 40 grandes cuves en céramique disposées suivant 2 rangées parallèles et soutenues par des chenets. Le fond de nombreuses cuves est recouvert d'une matière sombre et vitreuse qui n'a pas encore été analysée. Seule la partie inférieure de ces brasseries est conservée, mais il semble qu'elles étaient à l'origine couvertes. Des petits orifices étaient aménagés dans les parois latérales entre chaque paire de cuves pour le combustible et le feu, ainsi que pour la circulation de l'air. Des traces de combustion et des fragments de charbon confirment cette hypothèse. Les brasseries d'Abydos se différencient des autres exemples que l'on a vus par l'échelle industrielle de la production. Les archéologues estiment en effet que l'on pouvait produire jusqu'à 20 000 litres de bière en une seule fois. Étonnamment, en l'état actuel de la documentation, ces grandes installations de brasserie ne se rencontrent plus du tout durant l'époque pharaonique, soit après 3000 ans avant Jésus-Christ. On a donc quelque chose de très particulier qui se passe durant la constitution, en tout cas la période qu'on appelle la constitution de l'État pharaonique, durant cette période pré- et proto-dynastique, où des installations de brasserie de grande envergure qui permettent de produire énormément de litres de bière ont été construites et utilisées partout en Égypte, alors en plus qu'à cette époque-là, la culture matérielle n'est pas du tout uniforme dans toute la vallée du Nil. Il y a donc une technique très poussée qui apparaît à un moment. On ignore si elle vient du Proche-Orient ou si elle vient plutôt de l'Afrique ou si elle est même inventée sur place. Cette technique qui semble quand même très poussée puisqu'on considère en tout cas que la bière produite là-dedans était faite à partir de céréales germées avec peut-être même différentes recettes. Donc cette technique très poussée disparaît complètement à une période qui dans l'esprit, dans la littérature égyptologique est pourtant le démarrage de la culture pharaonique à proprement parler. Donc il est donc très intéressant de noter cette disparition, d'autant plus nous allons voir que les installations, les outils, les équipements pour produire de la bière durant l'époque pharaonique sont bien moins importants et d'aspect en tout cas bien moins poussés d'un point de vue technologique. Pour l'époque pharaonique, l'identification de la production de bière se fait essentiellement grâce à des outils que l'on connaît pour la transformation des céréales en général. On va retrouver quelques mortiers, essentiellement des meules, ou encore des moules à pain ou des céramiques de cuisson. Et on va même appeler ces espaces de concentration dans lesquels on trouve souvent beaucoup de déchets de céréales et tous ces outils, on considère que ce sont des boulangeries-brasseries sans plus de distinction, en sachant quand même que beaucoup de ces sites, beaucoup de ces espaces peuvent aussi être interprétés comme des simples cuisines pour des maisons assez importantes. En parallèle, nous avons aussi des scènes dites de la vie quotidienne qui apparaissent, puisqu'elles arrivent dans les tombes, dans les mastabas de l'Ancien Empire, vers 2700 avant Jésus-Christ, et se développent peu à peu dans ces hypogées et montrent plusieurs étapes de la chaîne opératoire de production de différents artisanats, et notamment de la cuisine, du pain, de la bière. Et ce sont finalement ces scènes qui vont servir pour les historiens de base à l'élaboration d'une chaîne opératoire.
Les textes nous aident aussi beaucoup puisque nous savons, d'après la littérature et d'après plusieurs papyrus mathématiques, qui sont en fait des exercices de scribes qui apprennent à calculer la valeur en céréales, la teneur en céréales dans un produit fini. Ces exercices de scribes nous apprennent que la bière égyptienne, la classique, la henket, est à base de bécha, donc de malt, mais aussi de dattes. Mais l'iconographie demeure toujours la base de la formalisation d'une chaîne opératoire, et notamment cette scène qui est assez intéressante, qui provient de la tombe de Thi, donc de la 5e dynastie. On est en plein milieu du Moyen Empire, et on retrouve donc ces étapes de traitement des céréales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque qu'il existe 2 outils pour la séparation des éléments. Nous avons à chaque fois un motif iconographique qui se répète. Les égyptologues ont jusqu'à présent considéré ces scènes comme étant des représentations de fabrication de farine, mais en regardant de plus près, on remarque que la mouture sur meule dormante est suivie d'un tri, soit avec un crible, soit avec un tamis. On voit d'ailleurs très bien la rotation qui est effectuée par les bras de l'artisan, tandis que sur l'autre scène, sur l'autre registre, on retrouve le même artisan qui, lui, va passer au tamis avec un produit qui descend et qui est des fois réceptionné dans un petit bol. Donc, 2 outils différents, et les légendes qui les accompagnent diffèrent aussi des 2 scènes, et nous avons donc un vocabulaire qui, lui, est assez, enfin, nous permet en tout cas de caractériser les étapes. Nous avons donc la première légende qui dit concasser le malt, et la seconde qui dit époudrer le malt. Et ce tri secondaire est fait au moyen d'un crible. Les artisans en charge de la production de la bière sont désignés pour l'époque pharaonique par le terme afti. Le mot afti est un substantif qui est créé à partir du verbe afi, qui signifie tordre ou presser, donnant afti, celui qui tord, et qui est donc la désignation du brasseur. Il peut gérer cet hiéroglyphe-là qui est lu afti, donc celui qui tord, et qui correspond au brasseur. Néanmoins, dans les textes hiéroglyphiques, ce signe qui représente le brasseur peut être remplacé par d'autres, par celui-ci qui est un peu plus explicite et qui montre clairement une étape de fabrication de la bière, ou encore ce second hiéroglyphe qui est une variante en fait du premier, où on voit là le brasseur qui change de position par rapport à la cuve. Ces signes hiéroglyphiques que l'on retrouve dans les textes, qui accompagnent souvent d'ailleurs les légendes ou qui sont liés à de la prosopographie sur des stèles funéraires, ces motifs en fait iconographiques, ces hiéroglyphes, se retrouvent aussi dans les scènes des mastabas, cette fois-ci sur des registres beaucoup plus gros, et on a donc l'évocation de la chaîne opératoire à travers ces motifs iconographiques. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que l'on rencontre plusieurs étapes de la fabrication de bière. On a le remplissage des jarres qui, lui, est très visible, avec plusieurs ustensiles qui sont employés, donc un vase avec verseur de façon à verser correctement avec un petit bec dans la jarre, et un autre ouvrier qui, lui, travaille au scellement des jarres à bière. De part et d'autre, on retrouve des motifs iconographiques qui sont relativement semblables. À gauche, nous avons un ouvrier qui travaille sur un vase à bec verseur, qui est ici, qui lui-même est tenu sur un socle. Ce sont souvent des pieds de jarre ou des socles que l'on retrouve d'ailleurs aussi archéologiquement. Et par-dessus ce vase à bec verseur, on retrouve une grande jade qui est en réalité un tamis. Ce motif iconographique se retrouve encore à droite et il est développé, en tout cas la scène est développée avec ce signe hiéroglyphique, cette fois-ci en représentation iconographique, où on retrouve un brasseur qui, on a l'impression, se trouve carrément dans sa cuve ou peut-être plutôt à l'extérieur de la cuve et qui travaille la matière première à l'intérieur. Nous avons une variante iconographique à droite qui rappelle encore ce même hiéroglyphe qui évolue dans le temps. Le motif iconographique pour signifier la bière, en tout cas pour signifier le brasseur, est celui que vous trouvez à l'écran. C'est le motif de base, que ce soit dans l'écriture ou dans les scènes, qui résume à minima l'étape de fabrication de la bière. Plusieurs égyptologues se sont intéressés à ce tamis, pas du tout au vase avec verseur, on en reparlera, mais se sont énormément intéressés à ce tamis, puisque des modèles en 3 dimensions que l'on retrouve aussi dans les mêmes tombes figurent des sortes de pâtons, des masses à l'intérieur même de ce tamis. Et là, tout de suite, dès le début du XXe siècle, la connexion a été faite entre cette fameuse bouza à base de pain qui était filtrée dans de l'eau et cette représentation iconographique qui semble en tout cas évoquer la même chose.
Quand on regarde un peu plus en détail et que l'on lit les légendes qui accompagnent ces scènes de travail au tamis, par exemple ici là, dans la tombe d'Antéphocœur qui est découverte à Thèbes et qui date donc du règne de Sésostris Ier vers 1850 avant Jésus-Christ, on a quelques légendes qui accompagnent ces scènes. Il faut lire de droite à gauche. On a un petit enfant avec le bidon bien rond qui demande « Donne-moi du sméroute, vois, je suis affamé ». Ce à quoi le brasseur répond « Que l'hippopotame t'emporte, toi et celle qui t'a porté. Tu manges plus qu'un serviteur du roi lorsqu'il travaille au champ. » Au-delà de l'anecdote de cette scène, qui est assez sympathique, on se rend compte que la matière travaillée sur ce tamis, ici, s'appelle du sméroute. Cela tombe bien, nous avons d'autres occurrences dans les textes. Il apparaît que le sméroute, dans les textes médicaux, magico-médicaux, le sméroute est une substance préparée qui est passée au tamis, mais qui est une bouillie de dattes ou une boisson à base de dattes. C'est ce que l'on suppose, en tout cas, qui est en train d'être fabriqué juste à côté, puisqu'on a une personne accroupie qui travaille sur une petite table posée au sol et qui semble préparer ce mélange de dattes. L'aromatisation, si tant est qu'il s'agisse bien de l'aromatisation ici, est employée à l'étape du brassage durant la trempe et c'est ce mélange qui est chauffé et porté à ébullition, donc chauffé entre 60 et 80 puis porté à ébullition. Il s'agit donc d'un moment d'aromatisation de la bière au moyen de ce sméroute, de cette pâte de date, et on arrive donc en toute fin de la chaîne opératoire. Plusieurs scènes développent ou au contraire évoquent seulement cette étape avec seulement le motif iconographique, d'autres scènes les développent et nous avons d'autres informations sur cette étape d'aromatisation. On retrouve souvent le remplissage des jarres, toujours figuré plus ou moins de la même façon, et parfois ce motif iconographique-là qui s'intercale dans la chaîne opératoire. À côté, nous retrouvons l'aromatisation, toujours le vase à bec verseur, le tamis et une légende qui est iter, qui va évoluer en ater au Moyen Empire, et qui est un mot que l'on retrouve généralement associé à ce genre de scène. À côté, nous avons le mot shebeb qui est mentionné. Alors, iter connaît plusieurs occurrences dans la documentation. Ça sert notamment à désigner certaines bières spéciales, comme des iter sérépètes, on n'arrive pas à le traduire, ou des iter déchirètes, des bières rouges, ou encore des iter sénébètes que l'on ne traduit toujours pas non plus. Nous avons aussi d'autres bières qui semblent assez générales, comme iter enquête, donc comme si on avait associé le mot, le geste en fait de la fabrication avec le mot de base enquête pour la bière. Les autres occurrences dans les textes nous signalent que iter ou ater est un mot qui signifie le brassage, en tout cas une action mécanique des mains et des avant-bras pour produire une brassée ou remuer du liquide. C'est aussi un mot qui est employé dans la fabrication de vin, de parfums, pour signaler l'extraction de la quintessence, de l'odeur. C'est aussi une métaphore dans la littérature pour, encore une fois, signifier la quintessence d'un concept. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est non pas le brassage proprement dit, mais bien en fait une opération de pression contre un tamis dans le but d'aromatiser la bière avec ce fameux sméroute qui vient tomber dans la cuve de bière. L'autre étape chez Beb, signifiée en tout cas par chez Beb, correspond à la préparation de cette masse de date, de ce sméroute, puisque chez Beb signifie pétrir, malaxer, créer une pâte. Donc l'étape qui serait plutôt signifiée dans l'iconographie égyptienne serait donc l'extraction du jus, de la pulpe de fruits dans le but d'aromatiser une bière. Et le tamis permettrait surtout de filtrer les fibres pour qu'elles ne tombent pas dans le mélange. Les scènes donc dites de la vie quotidienne qui présentent certaines étapes de la brasserie égyptienne sont donc relativement limitées. Nous n'avons pas de scènes de maltage, nous avons seulement les scènes de concassage de grains, de séparation des éléments, puis nous avons surtout la scène qui montre le motif iconographique de l'aromatisation de la bière. Nous n'avons donc pas toutes les étapes. D'un point de vue archéologique, nous avons d'autres données qui nous permettent de compléter cette chaîne opératoire. Néanmoins, encore une fois, nous n'avons aucune installation qui, pour l'époque pharaonique, contrairement à l'époque précédente, peut clairement être estampillée brasserie.
Nous avons ces fameuses boulangeries-brasseries, en voici une illustration à l'écran, où peut-être des processus, des étapes de la brasserie ont pu être réalisées à l'intérieur. C'est en tout cas ce que propose l'équipe de Giza, qui a fouillé donc ces boulangeries-brasseries qui datent de l'Ancien Empire, qui provient du site juste à la base de la Grande Pyramide de Khéops, qui rassemble à la fois les ouvriers pour la construction de la Grande Pyramide, puis après les prêtres qui vont entretenir le culte funéraire. Nous avons donc un village qui se constitue et des lieux de production, notamment cette boulangerie dite brasserie. Celle-ci contient deux structures quadrangulaires qui sont localisées ici et qui ont été interprétées par les archéologues comme des bassins destinés au stockage d'ingrédients durant la production de la bière. Malheureusement, aucune analyse n'a été fournie et il s'agit donc seulement d'une hypothèse. Une autre installation est quand même relativement intéressante pour notre propos aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une zone dans les dépendances d'un palais du Moyen Empire, donc à Tel Basta, dans le delta égyptien, et qui a été considéré comme un lieu de cuisson avec des installations de différents fours. Vous avez donc des pièces longitudinales qui rassemblent plusieurs cavités et qui ont été interprétées par des fours, puisque nous avons plusieurs aérations qui sont aménagées. Néanmoins, étant donné la configuration de ces fosses, on peut quand même s'interroger pour demander si ces grandes cuves en céramique n'étaient pas logées dans ces orifices de façon à pouvoir créer une brasserie à peu près à l'image de celle connue pour l'époque prédynastique. Le site est en cours d'étude et pour l'instant, aucune analyse n'a été réalisée. Nous avons d'autres témoins archéologiques, notamment des vases avec verseurs, qui sont tout à fait semblables à ce qu'on connaît dans l'iconographie. Ces vases apparaissent dès les débuts de l'époque pharaonique, donc étonnamment au même moment que la disparition de ces grandes brasseries prédynastiques. Nous avons donc fin des grandes brasseries et l'apparition de cette céramique qui, elle, évolue très très peu pendant près de 1500 ans et qu'on le retrouve sur de nombreux sites archéologiques. D'un point de vue technique, ce sont des céramiques qui sont réalisées dans des pâtes calcaires, donc assez étanches et constituées d'un bec verseur qui les caractéristiques réellement. Vous avez donc là un exemplaire qui provient du site d'Ain-sur-Mer sur lequel je suis actuellement et l'étude de ce matériel vient juste de commencer. Malheureusement, pour le moment, nous avons surtout des typochronologies qui évoquent ce genre de matériel, mais l'étude fonctionnelle et d'usage n'a toujours pas été réalisée. Nous avons aussi des jarres à bière qui, elles, témoignent de la fin du processus de production de bière, plutôt de la phase du stockage. Et ces grandes cuves apparaissent aussi dès l'époque tinnite, donc dès le début de l'époque pharaonique, et on en connaît des milliers qui sont amassés à proximité des grandes tombes de l'élite, mais aussi des rois, et qui sont des fois en connexion avec les brasseries les plus récentes. Les formes de ces vases à bière, de ces jarres à bière, évoluent peu aussi durant toute l'époque pharaonique. Et pour l'instant, nous connaissons surtout les typochronologies et non pas du tout les modes de façonnage et d'usage de ces céramiques. Voici donc un exemple de dépôt pour un roi qui a vécu au tout début de l'époque pharaonique. Donc, ce rapide survol des techniques de brasserie en Égypte ancienne démontre que les anciens habitants de la vallée du Nil maîtrisaient des processus complexes dès les plus hautes périodes. La disparition des grandes installations prédynastiques vers 3000 avant Jésus-Christ demande encore à être comprise. Cela fera l'objet de recherches futures qui, pour l'instant, sont en train de débuter. Il s'agira donc, dans un premier temps, d'appréhender dans les détails les différentes chaînes opératoires associées aux différentes installations et outils et de procéder à des expérimentations et des analyses en laboratoire afin de mieux cerner les contraintes et les outils impliqués dans chaque processus. Je vous remercie de votre attention. Adeline, tu m'entends bien? Oui. Alors, je ne t'entends plus. Celui-là? Oui. Tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Ok. Donc, merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Merci d'avoir respecté le délai. Je t'entends plus. Micro de l'ordi. Si je me rapproche. Est-ce que tu m'entends bien là? Là, c'est mieux, c'est revenu. Ouais. C'est un peu mieux, d'accord. Merci. Ouais, super. Alors, donc j'invite les personnes en distanciel à peut-être poser des questions dans le fil de discussion. Non, ça paraît plus simple.
Donc, je les lirai au fur et à mesure. Et est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, on va avoir une question. Adeline, tu as entendu la question ou pas? C'est bon? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, la question était la suivante. Donc, bah, je suis pas sûr qu'elle vous entende bien, en fait, c'est pour ça. J'entends rien du tout, ouais, dans la salle. Ouais, alors, c'est une question de Monsieur Berger, c'est ça? En fait, qui s'interroge sur, en fin de compte, l'absence de témoignages efficaces quant à la mise en évidence de brasseries à l'époque impériale, enfin pharaonique, pardon. Et sa question est la suivante. Est-ce que c'est dû à une simplification dans la façon de créer la bière, ou est-ce que c'est au final une sorte de vide archéologique pour l'instant et ça devrait arriver dans les années à venir peut-être? En gros, c'est ça l'idée? Voilà. Merci pour la question. Bonjour. Alors, on a toujours le risque que ce soit un vide archéologique et que ça soit comblé à un moment donné. Là, quand même, ce qui interroge quand même beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de sites fouillés pour l'Ancien et le Moyen Empire, même si on connaît beaucoup de tombes, tout ça, mais on a quand même pas mal d'habitats fouillés pour l'Ancien et le Moyen Empire, et il n'y a pas du tout ce genre d'installation. Par contre, pour les sites prédynastiques qui, de fait, ont moins de témoignages archéologiques, parce qu'il y a moins d'emprise au sol, ce sont plutôt des constructions assez légères, on a énormément de ces témoins de brassage pour ces hautes périodes. Donc, le manque de documentation est possible. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, nous n'avons vraiment rien du tout pour l'époque pharaonique et qu'on a cette apparition de vases avec verseurs qui coïncide parfaitement avec la disparition de ces grandes brasseries. Alors, donc, est-ce que ça correspondrait à une transformation du mode de production? Oui, probablement. Probablement. Probablement parce que personnellement, je m'interroge sur la production de pain de bière, donc des masses de malt qui seraient plus facilement stockables, transportables et peut-être aussi auraient joué un rôle dans ces vases avec verseur. Donc c'est peut-être aussi un changement tout simplement de processus. Alors est-ce que ça serait lié à la mise en place d'une fiscalité différente, parce qu'on n'a pas d'argent-monnaie hein, pour l'époque pharaonique, le pain et la bière, en tout cas la concentration en céréales dans un produit fini constitue une des monnaies, oui, les numismates vont me tuer, mais on va dire plutôt de réserve de valeur, servant à payer des ouvriers, servant aussi à échanger des biens. Donc on a quand même quelque chose qui se met en place autour de la céréale, donc une grosse fiscalité. Et est-ce que peut-être cela aurait introduit des pratiques différentes ou pas? Mais en tout cas, moi je pars en tout cas sur des différences de chaîne opératoire. Donc, à première vue, il y a un parallèle avec Del El Medina, c'est ça? Del El Medina.
Non, c'était Tel Basta, Non, non, qui est un mais Monsieur Berger fait un parallèle avec vraisemblablement un site d'El El Medina, c'est ça? Der El Medina. Ouais. Ouais. Donc lui, il voit peut-être potentiellement un parallèle. Qu'est-ce que tu en penses Un parallèle par rapport à quoi? Par rapport au matériel? par rapport au mode de production? Alors, Der El Medina, on n'a pas de. En fait, c'est un village d'ouvriers qui travaillent dans la vallée de Roi pour faire des pyramides. C'est un village qui est complètement sous perfusion étatique, hein. On est en plein désert, ils ne produisent rien et en fait, ce sont des produits finis qui leur sont essentiellement livrés. Donc, les cuisines des maisons sont vraiment très petites. Il y a un four, un petit cellier et pas plus. Donc, à ma connaissance, la bière était livrée directement dans des jarres. Déjà hermétiques pour le transport. Hmm. Alors, on a une question de Monsieur Pierre Leroux. Oui, bien sûr. Bonjour au Caire. Bonjour, à côté, en mer Rouge. Donc, la question est double, principalement sur la culture matérielle. Oui. Donc, dans la première diapo, tu as montré une iconographie qui montrait le scellement d'une jarre à bière. Mhm. D'accord? Tu veux que je repartage le document? Ah, oui, par exemple, ouais. Et dans l'une des dernières diapos, tu as montré une jarre de plein pied. Celle-là. Donc, cette jarre, quel est le volume? Est-ce que tu as une idée sur cette jarre? Combien? Alors là, comme ça, tout de suite, non, mais je pourrais le communiquer au monsieur parce que c'est moi qui l'ai étudié pour le musée Rodin. Donc ça, je peux envoyer la documentation avec la fiche complète si vous le souhaitez. Bah, à l'occasion, oui, d'accord. Merci. On a énormément de variabilité, hein, pour les jarres de stockage. Ça reste quand même des volumes, du coup, je ne sais pas si vous voyez, on est quand même sur des volumes à peu près comme ça, voire un peu plus grands. Les jarres à grains que vous avez, voilà, qui est à côté de moi, celles-ci sont beaucoup plus grandes. On ne te voit pas. Attends. Ah, j'arrête le partage peut-être. Voilà. Voilà. Là, à côté, j'ai des jarres à grains Ah, qui, elles, sont. oui. La question, c'est est-ce que ces jarres, elles sont normées? Est-ce que ça correspond à une unité de mesure particulière? Ou c'est ce que tu sous-entendais? C'est absolument pas normé. Enfin, voilà. Est-ce que c'est normé déjà? Ça dépend des contextes. Vous avez des contextes, par exemple, qui sont des habitats qui sont complètement subventionnés par l'État, où c'est l'État pharaonique qui va envoyer des vivres. Là, c'est complètement normé. Même là, les jarres que j'ai à côté de moi pour le grain, il y a très peu de variation de volume. Par contre, des jarres qui vont avoir des productions un peu plus domestiques, là, on va avoir plus de variabilité, surtout aussi entre les différentes régions du pays. Donc, normalisation quand on est dans un contexte étatique, parce que ça sert à payer des gens, on peut discuter du terme ration, mais en tout cas, on paye les gens avec ça sous forme de denrées alimentaires. Et dès qu'on sort du système étatique, là, on a une variation des volumes. Alors, est-ce qu'il y aurait en Égypte, hein, bien sûr, des parallèles à faire avec d'autres types de production? Est-ce que ça pourrait être normé de la même façon pour les céréales? Et la première partie, oui, tout à fait, j'arrive. Donc, monsieur, pardon, Berger,
Leroux, pardon, excusez-moi, expliquait que c'est étonnant cette façon de normaliser, puisque d'un point de vue mondial, ethnographique, pour l'instant, on serait sur une absence de normalisation, c'est ça? Non. Pas du tout. Ouais. Bonjour, Bonjour. chers collègues. Dans la littérature ethnographique mondiale, non mais c'est bien. Ah d'accord. Ah, c'est magique. Dans la littérature ethnographique mondiale des sociétés vivantes ou subactuelles, et il n'existe pas. Non mais c'est bien, ça va aller. Ils sont très attentifs à notre confort. Il n'y a pas d'absence de normes, même dans les villages. C'est-à-dire il y a une diversité, mais il y a des normes, il y a des unités de mesure. C'est pas exactement les mêmes que celles de l'État, mais ça n'existe pas l'absence d'unité. Même si c'est à peu près, ça vaut, si vous voulez, on rend. Si c'est du grain, c'est à peu près, mais c'est une valeur en tant qu'unité, même dans les plus petites ethnies. Ce que vous avez dit, en tout cas, l'absence de normes totales au village est très étonnant. Ça n'existe pas dans la littérature ethnographique, n'importe où dans le monde, de ce que je peux avoir lu ou entendre dire. Voilà. Et la dernière question, c'est euh, par rapport au scellement de jarre, c'était la fermeture. Est-ce que vous savez quel procédé ils utilisaient pour sceller? Parce que vous parlez de scellement, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le matériau. Enfin, voilà. Merci. Merci à vous. Alors pour en revenir aux normes, ce que l'on observe, c'est que pour les jarres qui sont produites pour approvisionner des sites, notamment sur Ainsona où je suis, on a des volumes qui sont normés. Alors, effectivement, on n'est pas une production impériale romaine, c'est monté au colombin, c'est pas des choses qui, en plus, heureusement, on a des parties qui sont moulées, donc on a des préformes qui permettent, en tout cas, d'avoir une standardisation, mais c'est vrai qu'il y a des variations dans les volumes, mais globalement, sur l'entièreté du corpus, on a quand même une certaine normalisation pour les sites où l'État envoie des vivres, puisqu'il envoie des quantités particulières. D'ailleurs, ces quantités ont des noms en égyptien dans les papyrus comptables, donc en fait, ils comptent avec ces volumes-là. Et en dehors des systèmes étatiques, on a plus de variété. Notre constat se base sur des données qui sont relativement faibles. Là, j'ai beaucoup de jarres autour de moi parce que j'ai un contexte désertique. Par contre, dans un contexte de la vallée, ou même surtout dans le delta où il y a des remontées salines, on n'a pas non plus le même degré de préservation. Donc, ce sont des corpus qui sont, eux, plus petits. Sur des périodes très longues, là, on parle d'une période pharaonique. Donc, en tout cas, l'impression que ça donne, c'est une normalisation des quantités dans un système étatique et quelque chose de beaucoup plus flottant en dehors de l'État. Après qu'il y ait des normalisations internes aux communautés, c'est tout à fait possible. Sauf que moi, pour une petite communauté, pour un village, je vais peut-être avoir une ou deux jarres complètes sur toute la série. Donc, ça ne va pas me permettre non plus d'avoir des généralités sur des périodes comme 5 ou 10 ans. Donc, c'est plutôt une impression générale. En ce qui concerne, après, le débat sur les volumes et les normalisations est bas son plein en céramologie actuellement, donc il y a énormément de débats là-dessus, mais encore une fois, on est vraiment sur une période d'âge du bronze, donc on est vraiment très loin aussi des normes qui pouvaient être imposées dans des ateliers d'époque romaine. Donc il faut toute proportion garder. En ce qui concerne le scellement, ce sont des bouchons de jarres qui sont réalisés en argile. Alors, certaines jarres, notamment des jarres à vin, vont avoir des fois des feuilles de vigne à poser et le bouchon sera posé par-dessus. Donc, ça peut être aussi des morceaux de tissu avec un bouchon en terre crue. Pour l'instant, à Insurna, nous avons quelques jarres à bière et nous n'avons que des bouchons en argile crue. Merci. Rien. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors moi, j'en aurais une ou deux. L'archéobotaniste et archéologue que je suis s'interroge. À Abydos, tu as parlé de graines carbonisées. C'est-à-dire Ouais. qu'on ne sait pas quel est le taxon, c'est ça? Il n'y a pas eu Non, d'étude archéobotanique de c'est en réaliser? cours. C'est en cours parce que les fouilles ont repris en 2019 et s'attendaient plutôt à tomber sur des tombes. Donc, ils n'avaient pas vraiment prévu l'équipe pour ça. Ça doit être en cours. Mais on est plutôt sur la céréale ou plutôt sur la Oui, céréale? D'accord, on est ok. sur la céréale. On a dans les textes deux dénominations de céréales à base de rhizome de souchet. D'accord, ok. Le souchet comestible est une plante locale à l'Égypte alors que les céréales sont importées. Donc, ils continuent, après la domestication, après la néotisation, ils continuent à consommer du rhizome de souchet.
D'accord. Et la deuxième, c'est plutôt une observation. J'ai l'impression qu'à l'époque pharaonique, vous avez le même problème que nous, antiquisants, dans le nord de la Gaule, où on a du mal à mettre en évidence tout ce qui va être production de la bière parce que, enfin, ça remonte les travaux de Paul von Ossef, Annette Oppenheimer et Pierre Ouzoulias, mais où c'est tellement spécialisé que c'est un peu le cas que tu as présenté, je ne sais plus quel site, où il y a un bassin, un foyer, mais au final, comment mettre en évidence que ça sert à faire de la bière, quoi. Et c'est vrai que nous, on attend beaucoup, et c'est d'ailleurs le cas de ce colloque, des études physico-chimiques où on espère que ça va solutionner pas mal de choses. Mais j'ai l'impression qu'on a un peu le même problème, c'est-à-dire que ça devient tellement hyper spécialisé, où les étapes sont découpées, que compliqué de mettre en évidence cette activité-là, quoi. Donc, voilà, c'est une observation comme ça. Donc, voilà. Oui, puis je pense que c'est aussi une question d'outils. Par exemple, les outils bon, pour l'Égypte ancienne sont assez limités. Ce sont des outils qui sont polyvalents. Une meule, sur une meule dormante, tu vas à la fois faire de la farine, concasser des choses. Là, on a aussi là, on a un tracéologue qui nous a montré qu'on pouvait aussi traiter des pigments ou de la métallurgie sur les mêmes meules qui servaient aussi à écraser des céréales. Donc, on a vraiment peu d'outils. Les vases, les cuves, pour faire du brassage, ça peut aussi servir à faire de la pâte à pain ou pourquoi pas préparer une soupe ou n'importe quoi, ou laver du linge éventuellement. Enfin, ça sert vraiment à tout. Ce sont vraiment des outils polyvalents. Donc, de là à identifier un outil spécialisé, ça reste très compliqué. Et en fait, je pense qu'il faut sortir de ce schéma-là. Et seules, en fait, les données chimiques, en fait, vont nous permettre d'avoir plus d'informations. Je croise mes doigts. Merci beaucoup. Alors, il y aura une autre question. Parce que, voilà, la personne arrive, 2 petites secondes. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu le mot souchet. Là. Oui. Dans ma tête, ça veut dire, est-ce que ce souchet, je ne sais pas si tout le monde connaît le souchet, c'est une plante qui produit des racines tubéreuses. Donc on dit, ce ne sont pas des graminées ou des céréales, ce sont des tubercules comme le manioc, etc. Enfin bref, ça fait partie des. Est-ce que ça a été utilisé ou est-ce que vous avez soupçonné que ce soit utilisé pour la bière, pour faire de la bière, à côté des céréales, ce qui est une donnée très importante? J'ai une mention dans un texte médical de bière de souchet. Oui, ça, je le connais, mais est-ce que vous avez fait des analyses ou est-ce qu'il y a, par exemple, vous avez trouvé des granules de souchet, des granules d'amidon de souchet dans des sites de production de bière ou des jarres ou quelque chose qui aura un rapport avec la bière? Alors non, malheureusement, alors pour plusieurs raisons, c'est que les analyses en Égypte sont très compliquées à faire. Nous avons des spécialistes qui viennent et qui sont limités souvent à un microscope. Donc c'est essentiellement des macrorestes qui sont utilisés et tout ce qui est exportation de tessons ou de matériel en dehors de l'Égypte est prohibé. Oui. Donc on est très très limité. On essaie de trouver, il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place pour aller plus loin directement en Égypte, mais pour l'instant on n'en est pas. Donc malheureusement non, en fait, on reste sur des observations macroscopiques. Merci. Alors, merci beaucoup, Adeline. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Donc, sur les céramiques, est-ce que tu as eu des études sur la tracéologie, quelque chose qui, surtout pour Nagada, donc c'est ça? Pour les 3 premiers sites, est-ce que tu as des observations tracéologiques, quelque chose sur tes. Donc, j'imagine que c'est Abydos, j'ai noté Abydos, Tel El Farka et le dernier, pardon. Alors malheureusement non. Alors, Hierakonpolis, c'est assez vieux, hein, c'est quand même les années 80 pour la fouille. Ils ont déjà fait des analyses de résidus, mais qui étaient quand même relativement limitées, mais pas plus. Tel El Fara, c'est les années 90 aussi pour la fouille, donc ça reste quand même assez ancien. Ils ont fait, c'est eux qui ont poussé le plus l'analyse botanique, et notamment celle des résidus. Et là, on attend en fait beaucoup de la reprise de la fouille à Abydos. Parce que là, tout le monde est plus ou moins au courant des nouvelles techniques et des de nouveaux procédés possibles. Le tout, ça va être de faire venir les personnes en Égypte. On attend pour l'instant Abydos. Merci beaucoup. Autre chose? Une question? Ah, pardon. Donc, avons-nous une idée sur la capacité des jarres? C'est une question du chat, pardon. Avons-nous une idée avons-nous une idée sur la capacité des jarres à être hermétiques et assez solides pour permettre une fermentation proche de celle que l'on connaît aujourd'hui?
niveau de carbonation de cette bière égyptienne? Point d'interrogation. Pour l'instant, malheureusement, non. Parce qu'encore une fois, on a eu que des études typochronologiques sur la céramique égyptienne. Donc là, ça démarre. Les études techniques et fonctionnelles vont démarrer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, on a quand même repéré différentes fabriques, donc différentes argiles avec des dégraissants, donc différentes formules pour produire ces céramiques, et que l'on a des choses qui sont en argile alluviale, donc relativement poreuses, et d'autres qui sont plutôt en argile marneuse, en calcaire, qui elles sont plutôt beaucoup plus solides, beaucoup plus compactes. Donc on a sûrement des différences, en tout cas, de conservation liées à ces productions de céramique. Et aussi, les études pétrographiques sont en train de se développer aussi sur ce matériel. Donc, jusqu'à présent, on envoyait en pétrographie que les céramiques dites d'importation pour caractériser notamment, ou les belles céramiques. Là, on va commencer à faire des pétrographies sur des céramiques beaucoup plus communes. Merci beaucoup. Ah, une autre question. Alors, la question est la suivante. À l'époque prédynastique, à première vue, il y a une production massive de bière. Et est-ce que tout était consommé sur place, grosse consommation de bière, ou est-ce qu'on connaît des cas d'exportation peut-être de cette bière vers d'autres régions méditerranéennes ou autres d'ailleurs, mais peu importe. Alors oui, il y a une grosse production. On s'est souvent associé à des cimetières. Donc on suppose que c'était des brasseries qui étaient liées à des familles, parce que c'est vraiment organisé par petites cellules. Toutes ne fonctionnaient pas en même temps, et c'est associé aux tombes. Donc on suppose que pendant les rites funéraires, il y avait peut-être une production massive à un moment donné de bière, et que c'était peut-être réparti selon des groupes sociaux distincts. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs sites en fait sur un même site, que tout n'était pas concentré en un même endroit. Concernant l'exportation, on connaît des exportations de bière égyptienne vers le Levant, mais à une période un peu plus tardive. Merci. Autre chose? Non. Écoute, Adeline. Ah, pardon. Alors, tu signalais qu'il y avait une influence orientale à l'époque prédynastique sur la production de la bière. Est-ce qu'on a la même chose plus tardivement ou pas? Alors, ça reste une hypothèse parce que les céréales en Égypte, donc le blé amidonnier et l'orge commune, qui sont connus durant toute l'époque pharaonique jusqu'au premier millénaire, on introduit le blé dur à ce moment-là. Donc, durant toutes ces phases-là, ce sont des céréales qui proviennent du Proche-Orient. Donc, on suppose en tout cas que les techniques proviennent du Proche-Orient, arriveraient en tout cas par le Levant, mais cela n'est pas du tout confirmé, puisqu'on ne connaît malheureusement pas vraiment les techniques de brasserie du Soudan. Donc ça reste encore une autre recherche à mener pour savoir si technologiquement il y aurait des parallèles. Je pense que cette fois-ci, c'est la fin. Merci beaucoup, Adeline. Merci à tous. Pour cette